Bonjour à tous déjà. J'espère que vous allez bien malgré ces journées assez denses. Donc moi c'est Samuel Kalfati, je suis le CEO de l'agence IA BIM et puis je me concentre sur la partie développement au sein de BIM, toute la partie tech et la partie aussi agentique avec Guillaume qui est notre CTO. Je vais te laisser, Jawan. Ouais. Bonjour à tous, ravi d'être parmi vous. Moi, je suis Jawad, co-founder également de BIM. Donc dans le domaine de l'IA depuis un peu plus de 8 ans, dans les IA génératives depuis leur début. Ce qu'il faut aussi savoir, on est tous des créatifs donc, dans l'équipe BIM, donc forcément on a vu l'émergence des IA génératives et surtout le potentiel, d'où la raison d'existence et la naissance de BIM il y a un peu plus d'1 an aujourd'hui. Mais je vois certains noms avec lesquels on a eu l'occasion d'échanger, mais en long story short, notre fer de lance, c'est l'intelligence artificielle, tout ce qu'on peut faire avec et comment est-ce qu'on peut augmenter les individus au sein des organisations, et je dis bien augmenter, et non pas les remplacer. Donc aujourd'hui, moi je voudrais vous parler d'un changement très concret, d'une nouvelle manière de travailler avec l'intelligence artificielle. Donc on a tous connu la première vague IA avec ChatGPT, par exemple, où elle nous répond, on peut rédiger, on peut résumer, on peut traduire. Mais ce que je voudrais vous montrer aujourd'hui, c'est quelque chose qui va beaucoup plus loin. On passe pas d'une IA qui répond, mais on passe à une IA qui agit. Et ça a changé beaucoup de choses. Parce qu'à partir du moment où une IA peut vraiment agir, elle peut vraiment nous assister dans nos tâches du quotidien et dans nos tâches en entreprise. Elle peut préparer, exécuter, planifier, elle peut organiser des réunions, produire, vérifier, itérer. On passe vraiment sur un agent qui peut concrètement faire des choses. Donc aujourd'hui, on va pas faire une démo gadget. L'objectif d'aujourd'hui, c'est de vous donner une lecture simple de la partie agentique avec des stratégies qu'on peut mettre en place dans plusieurs use cases. Donc on va parler de où est-ce qu'on en est aujourd'hui, pourquoi c'est une vraie rupture, le fait que les IA puissent vraiment interagir, et on va présenter plusieurs use cases et comment intégrer ça aujourd'hui en entreprise intelligemment sans perdre le contrôle. Changer ça. Tac. Alors, cette slide, elle résume totalement le cœur du sujet. On passe du coup d'un modèle chatbot où on a une logique très simple. C'est je pose une question et j'obtiens une réponse. Et on passe de ça à un agent qui a une logique très différente où je vais donner un objectif, l'IA va ensuite planifier sa manière de travailler, elle va pouvoir exécuter des actions et puis même revenir sur ces actions pour itérer et offrir un résultat. Donc la différence, elle paraît simple, mais en réalité, elle est énorme. Parce qu'un chatbot reste limité dans tous les cas avec la conversation, même s'il est très performant avec les derniers modèles qu'on a, comme chez Claude, Sonnet, les Opus, chez OpenAI avec les derniers modèles GPT 5.4. Là, on passe à un agent qui peut vraiment prendre l'objectif, le découper en étapes, utiliser des outils, aller chercher de l'information et puis exécuter dans un cadre défini. Donc on ne lui demande plus aide-moi à réfléchir, on va lui demander aide-moi à faire avancer mon travail. Donc on a vraiment une IA qui va interagir avec tout un écosystème. Alors pour faire un petit état de l'art de comment au final on en est arrivé à là, puisque les agents ne sortent pas de nulle part. Donc en 2022, comme je te disais, on a eu les IA conversationnelles comme GPT. À ce stade, elle répond très bien, mais elle n'agit pas. En 2023, on a eu une IA qui commence à se connecter à des services, mais essentiellement en lecture. Là, on voit apparaître des systèmes capables de manipuler des interfaces, de lire des fichiers, des sites, faire de la recherche web, appeler des agendas, utiliser des API aussi, mais on reste sur du basique. Ensuite, en 2024, du coup, on a eu les agents opérateurs. Là, déjà, c'était
une grande étape, puisqu'on avait des systèmes capables de manipuler des interfaces, de faire des recherches web, d'appeler des agendas, de cliquer, de naviguer, d'exécuter des tâches en fait, de prendre contrôle sur notre navigateur. Donc ça a commencé par exemple avec Comet chez Perplexity, qui est un navigateur IA qui est capable de comprendre ce qu'on fait dans le navigateur, de naviguer, de résumer, de lancer des commandes et vraiment d'interagir avec notre écosystème web. Il y a eu aussi du coup chez OpenAI Operator et chez Google, il y a eu Project Mariner. Donc à cette étape, on parle plus seulement d'une IA qui sait répondre, mais on parle d'une IA qui commence à utiliser le navigateur comme un espace de travail. Alors, se rejoindre. Ok. La quatrième étape, assez cohérente avec tout ce qui s'est passé avant, c'est de standardiser tout ce flux d'informations entre les IA et les outils. Donc, c'est là qu'on peut parler de MCP. Pour faire très simple, le MCP, c'est une façon de connecter une IA à des outils, à des données. Mais au lieu de le faire avec des connexions très spécifiques à chaque fois, on crée un branchement plutôt propre et universel. Donc, ça permet de connecter les IA directement avec Slack, avec Google Drive, avec notre Gmail, avec un GitHub pour les développeurs et tous ces outils-là. Juste parce que je vois quelques noms avec qui j'ai échangé hier, aujourd'hui, donc qui ne sont pas tous techniques, mais quand on parle de branchement, c'est vraiment une intelligence artificielle qui va pouvoir s'interfacer à vos différents outils du quotidien pour exécuter beaucoup d'actions qui ne sont pas juste au stade de réponse, mais qui vont pouvoir être déployées sur différentes plateformes. C'est là où on parle de branchement. Ouais, c'est ça. C'est ça. Faut me le dire si des fois je suis trop sur mon un biais, t'es technique, mais non, c'est juste pour réassurer tout le monde sur le fait qu'on n'est pas sur un aspect technique de branchement, de câblage ou autre. On est juste sur une IA qui va justement pouvoir interagir avec votre espace de travail de la même manière que vous interagissez avec vos différents outils, que ce soit un CRM, un outil interne, un outil comptable. Aujourd'hui, l'avantage, c'est que les IA, elles peuvent prendre possession, comme vous pouvez le faire vous aujourd'hui avec vos outils, pour exécuter des actions. Et on le verra tout à l'heure, il faut limite les ralentir parce que si on ne les cadre pas, elles peuvent aller très loin, au-delà de nos demandes. Je te laisse poursuivre du coup ça. C'est exactement là où j'allais en venir. C'est parfait. Là, on passe du coup à la dernière étape qui est la stack agentique et qui au final est un combiné de toute cette évolution. Donc là, on a un agent à qui on va donner un objectif, on va lui donner des tools. Les tools, c'est ce dont je parlais avec les MCP, c'est lui donner accès à son Gmail pour pouvoir envoyer des mails, à son agenda pour pouvoir planifier des rendez-vous. On lui donne accès aussi à des règles pour le cadrer, pour lui le protocoler, entre guillemets, et lui expliquer vraiment comment il doit fonctionner. Et puis, une partie de validation, on lui passe de la sécurité, de la traçabilité. Et donc, on a un LLM qui ne se contente plus de répondre, mais qui peut enchaîner plusieurs étapes et proposer un vrai résultat. Je me permets, Sam, mais quand on arrive à cette étape de stack agentique et qu'on commence à intégrer ces solutions-là en interne, il faut vraiment le voir. Moi, j'aime pas trop humaniser l'IA, mais comme un nouvel employé, une nouvelle force dans vos équipes à qui vous allez attribuer un certain nombre de tâches. D'où l'importance de contextualiser, de cadrer, de limiter, et puis après derrière de donner des niveaux de validation tels qu'on pourrait le faire avec une personne qui viendrait renforcer les équipes. Et donc voilà, c'est ce stade-là qui est important dans le côté orchestration, gouvernance que vous pouvez voir là en fin de frise, pour que derrière, votre agent puisse vraiment exécuter ce que vous voulez pour obtenir un résultat donné. Et c'est totalement ça. L'idée, c'est que l'agentique, elle devient concrète aujourd'hui parce qu'on a réuni ces trois piliers. Parce qu'aujourd'hui, notre IA, on peut lui donner des connexions aux outils, une capacité d'agir et une traçabilité de sécurité.
Alors, c'est très important de comprendre que la puissance de l'agentique, elle a aucune valeur si elle n'est pas contrôlée. Si on ne lui donne pas des règles, si on ne lui donne pas un cadre dans lequel il peut s'exprimer. Pour faire assez simple, comme disait Jawad tout à l'heure, faut imaginer l'agent comme une petite architecture ou plutôt un employé qui a accès à tous les métiers en même temps. Donc d'abord, au niveau de l'architecture d'un agent, on a un orchestrateur. L'objectif de l'orchestrateur, c'est du coup d'orchestrer, de comprendre l'objectif, de définir les étapes et de décider des actions à faire. Ensuite, on a les outils à droite. Les outils, c'est notre mail, notre agenda, l'accès à des pages Internet, l'accès à des comptes sur des pages Internet. Il peut avoir totalement accès à... Si vous faites de la génération d'images, il y a des solutions comme Xfield, comme des solutions de génération d'images. Il peut avoir accès à votre Brevo. Ils peuvent avoir accès à votre CRM. Donc là, c'est vraiment tous les outils qu'on va lui fournir. Ensuite, il y a des skills. Les skills, il faut les comprendre comme des compétences packagées. Ça revient à fournir à l'agent des mini-programmes qui lui donnent accès à ces outils, ça va leur permettre de comprendre comment fonctionnent les outils, comment ils doivent interagir en fonction de leurs tâches. Ensuite, alors, c'est d'autres concepts que je n'ai pas forcément affichés, mais le concept de Heartbeat, donc c'est le fait que notre agent il devient proactif, contrairement à un chatbot à qui on va poser une seule question. Là, notre agent, on peut faire en sorte qu'il se réveille automatiquement à intervalles réguliers toutes les 30 minutes, ou tous les matins, tous les soirs, peu importe, et lui donner des instructions. Donc, il va pouvoir, par exemple, vérifier s'il y a des mails urgents qui ont été reçus, exécuter des tâches de fond, décider s'il doit envoyer une notification ou un brief à un tel en fonction de s'il a reçu des mails. Donc, ça peut ressembler à de l'automatisation assez classique, comme on pourrait faire avec un Zapier ou un U10. Mais là, on passe à un autre niveau parce que l'agent a une agilité totale. Il n'est pas bloqué dans une manière de faire ultra stricte. Ensuite, l'un des points très intéressants avec les agents, c'est qu'ils ont une mémoire persistante. L'agent va conserver l'historique de toutes les sessions. Il va apprendre de nos préférences, apprendre de nos processus, et il va s'améliorer et recontextualiser au fur et à mesure tout ce qu'on va lui demander. Et au-delà de tout ça, bien sûr, il y a la couche de contrôle. La couche de contrôle, c'est simplement la validation, le fait de lui donner des droits, des règles, de brider son écosystème. Donc un agent, je pense que vous l'avez bien compris, c'est une IA, c'est des outils, c'est des méthodes, c'est du contrôle. Donc c'est vraiment un écosystème. Hop là. Et une rupture très intéressante, parce que dans le titre de la masterclass, on parlait d'agents personnels, d'assistants. C'est les canaux par lesquels on va pouvoir passer pour interagir avec nos agents. Aujourd'hui, on utilise tous ChatGPT, Claude ou des outils précis pour interagir avec nos IA, mais là, elles viennent directement à nous. On peut passer par WhatsApp, par Telegram pour communiquer. Donc, on passe l'IA avec l'agent, on va commencer à interagir avec lui de manière beaucoup plus naturelle. Ça va vraiment intégrer notre vie quotidienne. Moi, par exemple, j'ai mon assistant qui s'appelle Agent BIM. Bon, j'ai pas été très créatif sur le nom, mais cet assistant, j'interagis avec lui tous les jours. Je peux lui demander de m'aider à résumer des calls, à envoyer des mails, à faire des relances, à aller chercher, faire de la prospection. Selon les accès que je lui donne, je peux aller beaucoup plus loin. Aujourd'hui, j'ai un fichier téléchargement qui est totalement plein, parce on est très créatif chez BIM, on fait beaucoup de générations. À un moment donné, je lui ai dit de me trier mon dossier téléchargement, donc d'avoir accès à mon ordinateur pour pouvoir gérer mes dossiers, analyser les derniers projets que j'ai faits pour faire des synthèses, les préparer et les envoyer à un gérant de projet. Donc,
le fait que ce soit notre assistant personnel, c'est vraiment une plus-value, et le fait de le faire passer, surtout sur le côté WhatsApp, Telegram, ça rend l'interaction beaucoup plus naturelle. Et je ne sais pas si vous avez vu, d'ailleurs, petite anecdote, on voit même apparaître des nouvelles plateformes aujourd'hui où les espaces sont pensés non plus pour les humains, mais que pour les agents. Par exemple, je ne sais pas si vous avez vu, si vous pouvez mettre un petit pouce, savoir si vous connaissez, mais Moldbook. Moldbook qui est littéralement un agent, enfin un réseau social pour les agents. Donc chacun va mettre son agent dessus, et puis les agents, eux, vont interagir, ils vont communiquer entre eux. Donc là, on passe à un autre niveau. En termes de use case, pour projeter cet exemple qui peut d'ailleurs faire peur, hein, parce qu'on se dit qu'il y a une déshumanisation totale, mais en soi, on va le transposer à ce qu'on vit tous là pour ces 3 jours, où on fait des rencontres, où à travers un brief créatif qui a été attribué à la plateforme The Place to Lead, et derrière des fournisseurs de services qui se sont positionnés pour faire des rendez-vous, là on a eu des actions humaines. Si on imaginait ces robots-là sur des réseaux sociaux existants, et on va prendre celui qu'on utilise tous, j'imagine, autour de la table virtuelle, qui est LinkedIn, on pourrait imaginer nos propres agents qui nous connaissent suffisamment bien, qui connaissent ce que l'on fait. Comme on l'a dit tout à l'heure, ils ont une certaine mémoire, donc après on peut aussi l'alimenter en base de connaissances, et en fonction de ça aussi lui expliquer nos enjeux. De la même manière, avoir des fournisseurs comme BIM qui mettraient leur domaine d'expertise, et en cas concret, ce seraient des agents entre eux qui discuteraient, pour derrière peut-être planifier, tel qu'on l'a vu précédemment dans la slide 3, dans les différents outils tels que l'agenda, un rendez-vous programmé, ce qui fait que quand on se rencontrera, le fournisseur et l'entreprise et la personne qui la représenterait, qui aura une demande de service, eh ben, il y aura forcément des atomes crochus. On aura forcément quelque chose à se dire, et nos agents auront suffisamment bien fait le travail pour faire en sorte que si on se bloquait ces 30 minutes ou 7 heures de réunion, ben, il va en sortir une valeur ajoutée, et on va tous sortir grandis de cet échange-là. Donc, c'est vraiment tout ce travail en amont de friction, d'échange, que ces robots-là vont permettre d'optimiser à terme. Ça peut faire peur, on peut croire que c'est de la science-fiction, mais comme tu le disais, Samuel, c'est déjà présent, notamment sur certaines applications qui conçoivent les architectures pour laisser place en fait aux robots, aux agents, de discuter entre eux. Aujourd'hui, typiquement, chez BIM, on est en train de mettre ça en place, mais faire des pré-réunions. Pouvoir dire, bon, aujourd'hui, on va faire une réunion sur ce sujet-là, sur ce client, et puis en fonction de nous, nos bases de connaissances de chacun sur le sujet, nos agents, ils pourraient faire une sorte de pré-réunion, de sorte à ce que lorsqu'on arrive, on puisse se dire, bon, eux, leur conclusion de nos agents, c'était ces points-là, est-ce qu'on est tous d'accord? Et puis là, on a déjà passé une étape dans la réunion. Alors, on va passer à un cas un peu plus concret. On va parler des skills. Pour moi, les skills, c'est vraiment un point très important sur la partie agentique. Là, on va prendre l'exemple d'un use case de branding pour une société quelconque. On peut imaginer un skill qui fait tout ce processus. Donc le skill, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une sorte de pack de compétences, pour faire un résumé assez simple. C'est un pack de compétences, et dans ces compétences, on va lui donner du coup des instructions. Donc à partir d'un concept ici, c'est un skill qui existe. À partir d'un concept, on va laisser notre agent, on va rédiger un skills qui va être une sorte de pipeline réutilisable sur nos processus qu'on a déjà aujourd'hui. Dans cette pipeline, on va lui dire d'aller chercher des références sur Internet, d'aller composer un mood board, à partir de ce mood board de générer une palette, de générer des pistes pour le logo, même de générer le logo, de déterminer des typographies, faire des mock-ups, et puis après préparer plusieurs variantes cohérentes de tout ça. Donc là, on commence à voir, je pense, la valeur d'un skill dans l'entreprise. Parce que ce qui est intéressant ici, c'est de pouvoir non pas faire des prompts improvisés, mais de capitaliser vraiment sur une méthode, de transformer une méthode de travail en skills. Et ça va permettre à l'IA
d'accélérer le processus, de comprendre une méthodologie pour avoir un rendu. Bien évidemment, on garde l'humain, parce que l'humain va avoir la partie sélection, le goût, l'arbitrage, et finalement, en fait, la cohérence finale, ça va être l'humain qui va décider de si ça fonctionne ou ça fonctionne pas. Donc, cet exemple de skill créatif, c'est pas pour remplacer un directeur artistique, hein. C'est vraiment c'est une manière de proposer plus vite, de structurer plus vite, mais en gardant tout ça dans un cadre donné. Donc le vrai gain ici, c'est pas seulement de générer plus vite, c'est de transformer une méthode créative. Ça, c'est vraiment un point à retenir sur cette use case. C'est celui-ci, c'est de transformer des méthodes créatives en pipeline reproductibles. L'objectif, c'est de pouvoir réitérer et industrialiser des méthodes qu'on a déjà en interne dans les entreprises. Alors là, j'ai donné l'exemple d'un seul skill, mais l'idée, c'est que notre agent, on va pouvoir lui en donner plusieurs. On va pouvoir lui donner plein de briques d'orchestration. Sur la slide précédente, du coup, on voyait qu'un skill, ça permettait de structurer une méthode. Ici, ça devient vraiment intéressant qu'on peut combiner plusieurs méthodes autour d'un objectif. Par exemple, nous, chez BIM, on utilise Brevo comme CRM, qui nous permet de faire de l'automation, du mailing, qui nous permet de faire plein de choses. Mais typiquement, si aujourd'hui, je dois lancer une campagne complète autour d'un client qui veut avoir un site web, qui veut envoyer des mails, qui veut faire avoir sa charte graphique, et ben, je vais pouvoir lui fournir plusieurs skills. Je vais pouvoir lui fournir le skill qui crée un site web et une interface, le skill connecté à Brevo qui peut préparer les canses mail, le skill pour automatiser une partie du CRM, pour pouvoir rentrer les mails récupérer sur Internet, faire de la prospection, aller chercher tous les clients, et un skill pour générer, par exemple, une charte graphique visuelle et un contenu de marque. Donc, en bref, l'agent, il ne va pas seulement exécuter une tâche isolée. Là, il va pouvoir enchaîner plusieurs compétences. L'orchestrateur de l'agent va pouvoir se dire, bon, là, j'ai fait ma charte graphique. Maintenant, je vais rédiger le mail. Et puis, je vais peut-être aller chercher des prospects avant. Puis après, je vais commencer à faire l'interface du site web comme j'ai une charte graphique. Donc, il y a vraiment l'orchestrateur qui va pouvoir utiliser tous ces outils, identifier les pain points, résoudre les problèmes dans les mails qui pourraient être mal rédigés. En fait, il va vraiment utiliser tous ces outils pour obtenir un résultat. Oui. Je sais pas où j'allais. Parce que là, du coup, on parle pas juste d'un savoir-faire reproductible. Là, on parle d'une capacité à assembler plusieurs briques métiers pour construire une vraie chaîne d'exécution. Et les bénéfices, ils sont énormes. On peut gagner de la répétabilité, on peut gagner forcément de la qualité sur les constantes, on peut gagner de la mesurabilité, parce que là, on va y venir juste après, mais l'idée, c'est que notre agent, il puisse itérer, il puisse s'auto-apprendre, et avec la mémoire à long terme, il va pouvoir comprendre nos préférences, et il va pouvoir comprendre, ok, là, cette campagne, elle était mauvaise, ça, c'était pas bon, donc si on me redemande de faire une campagne, je vais utiliser un autre chemin pour arriver à mes fins. Donc là, on va prendre typiquement l'exemple d'une campagne de mail. Alors nous, là, c'est un exemple que nous, on a fait de notre côté pour un SaaS qu'on a développé, une IA sommelier pour aider les sommeliers, aider les restaurants. On avait besoin de récupérer plein de mails de restaurants bistronomiques. Des restaurants bistronomiques qui avaient certains critères, qui avaient soit pas de sommelier, soit une carte des vins pas trop faible, parce que l'idée là, sur 3 vins, est-ce qu'un sommelier sert vraiment? Je sais pas. Et alors nous, on a créé notre agent, on lui a donné des skills,
des skills pour comprendre la marque, donc comprendre notre besoin, récupérer le contexte, définir les cibles. Donc là, c'était les agents. Là, les cibles, c'était les. Pardon, pas les agents. Les restaurants bistronomiques. Rédiger selon un ton précis, en fonction du restaurant. Générer plusieurs variantes de mails. Et c'est là où ça devient intéressant, c'est que notre agent, il a fait tout seul de l'A/B testing. Il a rédigé des mails. Il a préparé une campagne cohérente par rapport à tout ce qu'il a pu analyser. Et puis, sur 1000 mails récupérés après l'analyse des différents restaurants, il s'est dit, bon, je vais envoyer une variante du mail à 50 restaurants et une autre variante à 50 autres. Et puis, dans 2 jours, je reviens, j'analyse les résultats, et en fonction du meilleur taux de réponse, on va sélectionner le deuxième mail et on va l'envoyer aux 900 autres. Imaginons, on avait 1000 mails. Et c'était à peu près le cas. Mais donc, c'est ça l'idée. L'idée, c'est de pouvoir laisser à l'agent la possibilité d'auto-apprendre, mais pas d'auto-apprendre tout seul, d'auto-apprendre par rapport à des choses mesurables, comme un retour de mail. Et si on n'a pas eu de retour, ça veut peut-être dire que notre mail n'était pas bon. Donc là, ce qui change ici, c'est pas seulement la vitesse de rédaction du mail, mais c'est la capacité à apprendre, à mesurer du coup, et à améliorer en continu ses compétences dans la rédaction de mail. Alors ça, c'est un point que Jawed, tu peux traiter sur la coordination de projet. Yes. Alors, je suis encore sur la campagne emailing sur le slide. Ah yes, parfait. C'est bon. Ouais, ça c'est vrai que c'est un use case qui est souvent sous-estimé. Je sais qu'autour de la table, en fait, on fait tous la coordination de projet, qu'on soit responsable marketing, qu'on soit responsable com, qu'on soit CEO, co-founder, je sais qu'il y en a parmi vous. Il n'y a pas juste ce rôle de chef de projet qui fait de la coordination. Et je pense que là, ce qu'on va traiter ensemble va être relativement clair, c'est que aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de tâches qui peuvent être répétitives, faites valeur ajoutée, mais qui font l'essence et la réussite, le succès d'un projet. Dans beaucoup d'entreprises, le problème, c'est pas l'absence des outils, limite, c'est leur multiplicité, le fait qu'en plus certains de ces outils-là sont pas utilisés tout de manière homogène en fonction des différents départements. Et du coup, là, les IA peuvent apporter une certaine homogénéité. Et là où il y a un rôle qui est hyper important et vraiment très sous-estimé, c'est ce côté transcript de réunion, de compte rendu, vraiment toutes ces tâches de coordination de projet, extraire des actions, attribuer des tâches à certains membres de l'équipe, fixer des deadlines, proposer des mises à jour, par exemple d'un board, ou même pré-rédiger des relances. Donc toutes ces actions-là aujourd'hui qui sont faites humainement par un chef de projet par avance, c'était beaucoup de copier-coller, ne serait-ce que suite à une réunion ou à un compile, pour derrière réaffecter les différentes tâches aux bonnes personnes, s'assurer des deadlines, s'assurer de bien communiquer les éléments mandatory, notamment de délai, de coût. Et ça, en fait, aujourd'hui, il faut vraiment prendre conscience que l'agent peut totalement gérer cette partie-là, non pas pour venir effacer le travail de chef de projet, parce qu'il continuera d'avoir cette partie de coordination, mais ce sera une coordination qui sera augmentée, ça va surtout réduire cette partie un peu automate et rébarbative que peuvent avoir les chefs de projet. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut dupliquer dans différents métiers. Je pense notamment à la vente. Il me semble que c'est probablement la slide suivante. Yes. Pareil, bon, il y a un petit temps d'attente avant l'affichage. Mais pour le coup, pourquoi c'est moi qui présente ces slides-là, parce que c'est vrai que je suis sur la coordination de projet, à la fois sur la gestion de projet avec nos partenaires et nos clients. Donc, c'est ce qu'on a vu précédemment. Donc, c'est vrai, pour donner un exemple très concret, pour que vous puissiez percevoir ça. Si on avait mis un agent, par exemple, un FASOM, à travers cette réunion-là qui aurait enregistré l'ensemble de nos éléments, vous auriez pu très facilement avoir un script de cette demi-heure déjà d'échange avec Samuel et peut-être même
questionner par rapport à vos cas concrets. En fonction de ce qu'on a pu indiquer là, l'IA, l'agent, aurait pu vous orienter. Mais un use case qui est intéressant, là on peut le voir dans le domaine du sales, c'est aussi toute cette partie de préparation avant un rendez-vous. Ensuite, on voit le rendez-vous qui est organisé. Il y a aussi toute cette partie post-RDV. D'ailleurs, on va le voir, je pense que là, c'est un bon cas d'exemple avec les 3 jours chez The Place to Lead, où évidemment, la plupart des fournisseurs se sont renseignés sur qui vous êtes. Je pense que vous avez dû avoir pas mal de visites sur vos profils LinkedIn avant le démarrage de la session The Place to Lead. Parce que voilà, ça c'est un travail, quand on veut bien mener son travail, sa fonction de sales, qui est hyper importante, parce que l'idée c'est que on n'a pas de chance de faire une bonne première impression, et surtout dans des domaines comme les nôtres en tout cas, qui sont très concurrentiels. Donc tout ce travail préparatoire pour comprendre le prospect, et d'ailleurs en dehors de la tech, mais pour comprendre son prospect, comprendre ce dont il peut avoir besoin par rapport à notre proposition de valeur, aujourd'hui c'est un travail qui, jusqu'à présent, avant l'arrivée des IA, est fait manuellement et qui prend énormément de temps. On peut considérer, ça c'est pas des stats de BIM, c'est des stats sur la fonction sales, que 30% à 40% du temps va être géré sur un temps administratif. C'est-à-dire qu'en fait, un sales va vraiment passer un temps commercial pour faire de la fidélisation, de l'acquisition, à seulement moins de 60%. Et donc ça, c'est vrai que ça vient apporter un énorme gain pour les commerciaux, pour tout l'aspect préparation, parce que l'agent, il peut préparer le brief, il peut avoir des éléments concernant le client, il peut naviguer sur des articles, il peut avoir des signaux faibles. Je donne un exemple, j'ai pour cible principalement des entreprises qui ont fait des levées de fonds. Je vais bien paramétrer mon agent, et puis il va aller chercher dans les bonnes sources les boîtes qui ont fait des levées de fonds. Regarder dans les articles, tout ce travail, on va dire, qui va être chirurgical, et long et fastidieux. Et ça, en fait, toutes ces tâches-là qui sont du répétitif, aujourd'hui, vous pouvez les exclure. Les exclure et les mettre dans les mains d'un agent pour vous concentrer vraiment sur le travail de sales. Et idem pour l'aspect post-rendez-vous. Pareil, de la même manière que le résumé de cet échange-là qui aurait été enregistré, on pourrait totalement automatiser le côté production du mail, production des prochaines actions, jusqu'à la préparation, le template de la proposition commerciale. Donc on peut aller très loin. Ça ne doit pas, encore une fois, vous inquiéter pour ceux qui sont autour de la table, des commerciaux, qui peuvent gérer aussi des équipes commerciales. L'idée, c'est pas de remplacer, parce que je pense que même vous qui êtes aujourd'hui, on va dire de l'autre côté, vous faites appel à des commerciaux, vous ne voulez surtout pas parler à des robots. Par contre, avoir un sales en face qui est plus efficient, qui vous connaît mieux, parce que ce travail en amont de préparation a été exécuté efficacement, rapidement, en fait, tout le monde y gagne, et le commercial peut surtout se concentrer sur sa vraie valeur, faire du lien, créer de la relation et fidéliser les clients qu'il peut avoir. Ce qui va être intéressant, je crois, la presse qui suit, va être sur BIM Vision, pour montrer un peu jusqu'où est-ce qu'on va, nous, dans la génération d'intelligence artificielle et dans les outils, parce que c'est vrai qu'on s'est présenté comme étant une société qui peut vous accompagner dans la formation d'IA. Effectivement, on peut développer des projets IA, on peut évangéliser, c'est des sujets qui nous tiennent à cœur, et on peut aller faire du contenu, mais on a identifié un certain nombre d'irritants aujourd'hui, parce que c'est un marché qui évolue très vite. Avec Sam, on se parle, il n'y a pas que nos robots qui se parlent entre eux, mais on se parle réellement avec Sam et le reste de l'équipe. Et en fait, des fois, il suffit qu'il se passe 3-4 jours pour se rendre compte que il y a eu des évolutions majeures. Et parmi notre constat, pour utiliser plus de 10 heures chacun par jour des intelligences artificielles, on a constaté certains irritants, certains manques qu'on vient combler à la base des besoins qui sont en interne, et qui ont fait office en fait de logiciels qu'on met à disposition du marché, comme BIM Vision. Et Sam, je te laisse prendre la main pour montrer de manière opérationnelle comment est-ce que cet agent va s'exécuter dans une interface logicielle. Ouais. Alors, pour reprendre par rapport à BIM Vision, du coup, c'est une solution qu'on a développée avant que toute la partie agentique soit aussi développée, avant que CloudBot arrive, que OpenClaw arrive. Nous, on a eu un problème. Notre problème, il est simple, c'est que
On fait beaucoup de génération de contenu, mais du coup, on était mélangés sur plein de plateformes pour faire des générations d'images, de vidéos sur différentes plateformes. Et on voulait centraliser tout ça, mais pas centraliser seulement les modèles, centraliser aussi notre manière de créer des assets, des images, des vidéos. On est passé je vais utiliser un Photoshop, je vais importer mes images, je vais me faire un mood board sur un InDesign. Ça, c'est pour tous les marketeurs, toutes les personnes qui travaillent en Marcom. Dans la manière de produire, on a plein d'outils. On utilise des fois du Miro, des fois du Figma Jam pour aussi collaborer avec d'autres personnes. Et nous, avec BIMvision, on a centralisé tout ça en créant un Miro avec une partie génération d'images et de vidéos. Et on a rajouté une partie nodale. Et c'est là où on va revenir vers l'agent. C'est qu'on a créé une solution nodale où on peut créer ses workflows directement sur une interface pour, par exemple, créer une campagne méta pour, je sais pas, pour Abritel, et disons, je sais pas s'il y a quelqu'un d'Abritel ici, mais il me semblait pas. Donc pour Abritel, où on va générer directement des vidéos et des images qui vont correspondre à la marque. À chaque fois qu'on va faire ça, on va avoir un processus complet. Et là, nous, ce qu'on a fait, c'est une solution nodale où on peut utiliser ces nœuds brique par brique, construire son workflow. Mais ce qu'on a ajouté depuis un mois maintenant, c'est une partie agentique. Qui, elle, du coup, va interagir avec notre site. Donc, au final, on a développé notre site pour des humains, mais on a développé aussi notre site pour que les agents puissent interagir avec notre site plus facilement. Créer un workflow à la main, c'est totalement possible, mais aujourd'hui, on peut demander à notre agent de nous créer un workflow, et puis il va avoir accès à des skills sur la manière de créer le workflow, sur la manière de prompter pour avoir le meilleur résultat. Alors, ça paraît peut-être un peu abstrait, je ne sais pas si ça vous touche, ce sujet, mais ça permet totalement d'automatiser et automatiser l'automatisation. D'avoir un agent qui va vraiment utiliser les outils que nous allons utiliser pour automatiser l'automatisation. Je ne sais pas comment dire ça autrement. C'est clair, ça peut sembler abstrait quand on est comme ça, c'est compliqué, mais il faut juste se dire qu'en fait, la plupart des outils aujourd'hui qui ont été conçus, ils ont été conçus pour des humains, et qu'aujourd'hui, on va dans une projection d'utilisation de logiciels, et on part dans cette réflexion et dans cette certitude que de plus en plus d'agents vont utiliser des logiciels, par exemple. On va parler de CRM, de choses qui peuvent peut-être un peu plus vous parler dans votre quotidien. Les CRM aujourd'hui ne sont pas conçus pour être utilisés. On peut faire un peu d'automatisation, mais elles seront limitées. Aujourd'hui, il faut imaginer par exemple un Salesforce ou un CRM type HubSpot qui puisse être configuré de sorte à pouvoir recevoir des agents et pour qu'ils puissent travailler dessus. Aujourd'hui, ils sont très limités. Nous, nativement, aujourd'hui, BIMvision, on l'a ouvert à des agents. Ce qui fait que, à l'issue de cet échange, si vous décidez d'être accompagné et renforcé par des agents, eh ben, vous pourrez potentiellement, plutôt que d'utiliser BIMvision pour votre campagne, je ne pense pas qu'il y a des personnes d'Abritel, mais on a par exemple des acteurs dans le domaine du retail et qui vont vendre du fashion pour une campagne marketing pour Meta ou pour Meta. Si je veux réaliser celle-ci via BIMvision et qui va me réaliser mon design, eh ben, je peux juste, à travers une action, demander à mon agent de lui demander de la réaliser sans forcément moi me loguer en tant que personne et utiliser le logiciel. En fait, je lui donne accès au logiciel à mon agent. Et ça, c'est par la certitude que de plus en plus d'agents aujourd'hui vont manipuler des outils et des interfaces. Ouais, c'est ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'on développe des outils maintenant pour les agents. Si on reprend juste un exemple avec une pipeline à 360 degrés sur le côté marketing, à partir d'un brief ici, l'agent il va pouvoir proposer des angles, des scripts, des visuels, créer des posts, adapter plusieurs formats. Mais ce qui est important ici,
c'est que l'agent peut aussi apprendre notre manière de travailler. Parce que je ne sais pas si j'ai assez appuyé sur ce point depuis le début, mais bon, utiliser des skills, aller récupérer des skills à gauche, à droite pour donner à notre agent la possibilité de développer des sites web alors qu'on n'est pas développeur, de faire des campagnes méta et de les publier sur Meta alors qu'on n'a jamais utilisé Meta. Là, aujourd'hui, c'est possible. Mais ce qui est intéressant, c'est aussi, nous, notre valeur ajoutée par rapport à l'agent. Entre deux sales, je pense que Jawad, tu vas pouvoir rebondir là-dessus, mais entre deux sales, je pense pas que tous les sales aient la même manière de prospecter, la même manière d'interagir. Il y en a qui vont privilégier les rendez-vous, d'autres qui vont privilégier des appels. Quand je dis rendez-vous, c'est rendez-vous IRL. Et le fait d'expliquer à notre agent comment on aime fonctionner, en fait, quelle est notre personnalité, ça va faire aussi qu'on va avoir un agent sur mesure, mais over personnalisé au final. Clairement. Je confirme, l'approche commerciale est différente déjà en fonction du produit, du service. Effectivement, rien que le produit ou le service qu'on va devoir commercialiser, l'approche va être différente. Puis après, il y a de la vente en cycle court, cycle long, qui vont nécessiter en fait d'avoir des approches totalement différentes. Ce qui est intéressant, c'est de se dire que c'est pas un agent qui sera le même universel pour tous les commerciaux du monde. Non, il va effectivement apprendre de nous. Il va comprendre comment est-ce qu'on travaille, les outils qu'on utilise. Il faut vraiment le voir comme étant une prolongation en fait de nos actions, mais qui sont beaucoup trop complexes et trop longues à exécuter une à une, pour derrière en fait bénéficier d'un agent qui va pouvoir gagner en efficacité et peut-être faire 20 fois ce que nous on va pouvoir faire une fois très correctement. Donc ouais, c'est ça, c'est le over personnalisé qu'il faut retenir en fonction de son métier, de sa cible et des outils qu'on va utiliser. Et c'est là où c'est intéressant, surtout sur la partie créative, sur tout ce qui est création par rapport à notre manière de créer. C'est encore plus abstrait. Personne crée de la même manière. Personne ne va avoir le même œil sur une génération. On a tous des goûts différents qui se rejoignent sûrement, mais elles restent fondamentalement différents. Et c'est sur ce point-là que la partie agentique à mémoire long terme est vraiment intéressante. Et bien évidemment, le fait que malgré tout l'hyper-personnalisation, ils puissent interagir avec des outils qui, eux, n'ont pas besoin d'être hyper personnalisés. Et donc, on va quitter un peu le monde de la création et on va se diriger vers un autre domaine où l'agentique est déjà très, très visible. Du coup, c'est le développement. Moi, chez BIM, aujourd'hui, je développe... depuis janvier, j'ai dû développer au moins 7 SaaS ou 8 sur des use cases totalement différents, donc à certaines échelles. Il y a BIM Vision, ça reste un projet qui a pris beaucoup plus de temps. Mais aujourd'hui, avec les agents, on est capable de développer beaucoup plus vite, parce que avant la partie agentique, avant le fait de pouvoir vibe coder, qui signifie je sais pas si vous savez tous ce que ça veut dire, mais vibe coder, c'est tout simplement de pouvoir coder juste en parlant avec un chat, et que derrière, si on veut changer la couleur, si on veut changer le texte, changer la disposition, on puisse lui dire, et que derrière, il y a un agent qui travaille et qui change le code en temps réel. Aujourd'hui, au niveau du développement, il y a eu de grosses avancées. Donc, il y a eu Copilot, forcément. Mais aujourd'hui, nous, typiquement, on utilise plus du Cursor, du Cloud Code, qui font à peu près la même chose. Et en fait, l'idée, c'est de rajouter des agents directement dans nos outils de code. Et nos agents, ils vont pouvoir lire le code, modifier, lancer des tests, les corriger, faire une grosse partie sur la sécurité, parce que ça a été un gros sujet pendant 2 ans, on va dire, depuis que le vibe coding existe. Le gros problème, c'était la sécurité et la gouvernance. Et aujourd'hui, on peut mettre des agents spécialisés en sécurité qui vont avoir une méthodologie de debug, qui vont faire avoir une checklist de sécurité, qui vont pouvoir faire des attaques sur le site pour essayer de vérifier s'il n'y a pas des failles. Et donc là, on rentre dans un autre niveau où
au niveau du développement, en tout cas, l'agentique déplace la valeur. Elle déplace totalement la valeur parce qu'on va avoir moins d'énergie sur la mécanique et on va porter du coup plus d'attention sur l'architecture, la qualité, l'interface, parce que la sécurité sera traitée avec un agent qui va passer toute la journée à essayer d'attaquer le site pour essayer de voir s'il n'y a pas des failles, et puis si elle trouve une faille, elle va auto-rectifier le site. Et si on pousse cette logique plus loin, parce que là on parle de plusieurs agents, pour développer un site, on peut avoir un agent qui va s'occuper que de l'architecture, que de la sécurité, que de la qualité, avoir un orchestrateur au-dessus, un manager qui va gérer tous ces agents pour faire en sorte que le projet puisse se terminer correctement. Et pour aller plus loin, on pourrait imaginer un système de travail composé uniquement d'agents. Alors, ok. Donc toi, tu ne crois plus aux équipes de développement comme on a pu les connaître à la Défense, où tu avais des armées de développeurs pour un logiciel ou pour un projet applicatif de grande envergure? Ce qui est toujours intéressant, c'est le fait que chacun de ces développeurs va avoir une expertise. Et c'est comment transformer cette expertise pour qu'un agent puisse prendre le relais sur tous les points, tous les pain points. Aujourd'hui, pour faire du déploiement, en fonction de si on doit aller mettre ça chez OVH, chez Google, chez AWS, peu importe, il va y avoir toujours un mécanisme qui va dépendre de où en est le projet, ce qu'il faut mettre en place. En fait, le truc qui est intéressant, ce serait, moi, dans ma tête, comment ça se passerait, pour être assez clair, ce serait que chacun des développeurs dans une équipe ait son agent, qui est formé, qui comprend comment, du coup, son utilisateur fonctionne. Par exemple, si je suis l'agent de Jawad, je vais pouvoir me dire, ok, Jawad sur la sécurité, il fonctionne comme ça, il fait tout ça. Donc, quand moi je vais me mettre à faire de la sécurité, je vais utiliser sa pipeline. Tiens. Et donc là, le point qui est intéressant, ce serait de faire interagir directement ces agents entre eux, et que, bien sûr, les utilisateurs de ces agents, les vrais développeurs, eux se concentrent non plus sur la partie vraiment technique, ou se concentrent non plus sur la partie vraiment optimisation et migration de données, et qui se concentrent vraiment sur... en fait, ils vont se décaler plus vers la partie commerciale. Ils vont se décaler sur qu'est-ce qui intéresse, interagir avec le client. Interagir avec le client, pas dans une démarche de prospection et de vente, mais dans une démarche de compréhension des problèmes de la production. Et typiquement, là, c'est cette architecture organisationnelle que vous pouvez voir sur le slide, elle pourrait totalement fonctionner. Aujourd'hui, c'est ce que nous, on a pu faire pour développer un site web, par exemple. On a un agent manager qui va orchestrer tous les développeurs, une partie marketing qui va générer les assets pour faire les campagnes, un qui va faire tout le back, le dur, avec la scalabilité, l'intégration, la sécurité, et tout un autre qui va faire le front et l'UX. Donc évidemment, ça ne veut pas dire qu'on enlève l'humain. Ça veut surtout dire qu'on structure différemment notre travail. En fait, l'humain, ici, il va monter d'un cran dans la chaîne de valeur, parce qu'il va plutôt arbitrer, fixer les règles, valider les décisions, et en fait, il garde toute la responsabilité du projet. Parce que ce qui est très important, et on va y revenir juste après avec Jawad, mais sur la partie limite de ce qu'on va donner à notre agent, c'est ça qui va faire que notre agent va être performant ou non. Donc on parle plus seulement d'outils intelligents, mais de systèmes de travail augmentés que l'humain pilote et arbitre. Il y a toujours une part d'humain.
Parce qu'on pourrait imaginer que tous les agents pourraient monter une société et ils n'ont plus besoin de nous. Mais il y a toujours une part de pas vérification, parce qu'aujourd'hui, on a des modèles qui sont très performants, qui arrivent à... Je pense que si vous utilisez ChatGPT pour corriger les fautes dans un mail, bon, vous allez peut-être relire le mail, mais je pense qu'au bout d'un moment, vous allez comprendre qu'il ne fait pas de faute. Et du coup, là, ce qui devient intéressant, c'est surtout sur la partie arbitrage et pilotage en tant que manager. J'ai donné un petit exemple, mais typiquement, donc moi, j'ai un passé dans la finance. J'ai fait de la finance quantitative avec beaucoup de maths. Et aujourd'hui, en suivant beaucoup de développeurs, j'ai pu voir que certains ont développé des équipes de traders. Alors, je ne sais pas si leur rentabilité fonctionne bien. Ceci n'est pas un conseil financier. Mais étonnamment, ils sont tous à Dubaï, c'est ça? Étonnamment. Bon, sur les réseaux, ça a l'air de fonctionner. Sur LinkedIn, ils disent plus attention. Donc, il faut tester, je pense. Mais aujourd'hui, des équipes de traders ont créé tout un écosystème de traders où il va y avoir un agent sur la partie macroéconomie et news qui va surveiller les actualités, vérifier les banques centrales, les résultats, les annonces. Un agent qui va s'occuper de tout ce qui est market data pour agréger les prix, analyser les volumes, la volatilité. Un agent qui va analyser les signaux pour détecter les opportunités peut-être d'arbitrage, les règles ou les modèles. Bon, bien évidemment, sur du trading à haute fréquence, le LLM n'ira pas assez vite. Il faut des fois coder en brut, en C, mais ça, c'est un autre sujet. Il y a aussi un agent en risk manager pour gérer l'exposition, un agent portfolio manager pour arbitrer entre plusieurs stratégies et actifs, qui lui va déjà faire une forme d'orchestration, et un agent orchestrateur qui peut faire du reporting, qui peut coordonner tous les agents pour avoir peut-être aussi une validation humaine à un moment donné, que l'IA se mette pas à poser une action de 1 million sur quelque chose de totalement absurde. Donc il y a toujours la partie soit vérification sur ce type de projet, soit pilotage. Et évidemment, plus ce système devient puissant, plus la question de cadre devient centrale et de sécurité. Et je vais te laisser, Jawad. Ok. Sur la fin, j'allais faire le timekeeper 4 minutes là. Ok, donc on est sur les risques. Effectivement, faut qu'on soit clair aussi au moment avec tous ces beaux conseils d'utiliser des agents, que c'est pas sans risque d'un point de vue de la sécurité et de la gouvernance. Il faut être très attentif. Il y a des risques, il faut les prendre en compte. Et nous, on a un devoir de conseil, donc c'est pour ça que j'attire votre attention sur 5 éléments sur lesquels il faut être hyper attentif. Le premier, on va l'appeler les droits trop larges, parce que si l'agent peut tout lire, tout écrire, tout lancer, on va créer un problème. Et comme on l'avait dit précédemment, si on ne lui fixe pas de limites, c'est pas lui qui va s'en fixer. Et du coup, il va se permettre des initiatives qui peuvent être dans le cadre d'une entreprise catastrophique. Donc, hyper important de cadrer un maximum les règles et ce qu'il a le droit de faire. Le deuxième, ça va être l'accès en fait aux données sensibles. Ça peut être des prompts, des logs, des connecteurs. Tout ça, ça va devoir être cadré et bien encadré justement. Le troisième, les contenus qui vont être non fiables. Parce que derrière, un agent qui peut être influencé par des sources qui ne sont pas de bonne qualité, voire même mauvaises, il ne va pas les filtrer. De la même manière que si vous utilisez ChatGPT, beaucoup vont dire il ne m'a pas donné la bonne réponse, mais si en entrée, vous ne lui avez pas donné le bon prompt, forcément, il ne peut pas le deviner. Donc là, l'agent, de la même manière, il faut vraiment l'alimenter avec des sources qui sont fiables. Le quatrième risque, pour qu'on ait un agent fonctionnel, c'est les skills tiers. Comme dans tous les écosystèmes, si on ouvre trop sans contrôle, on peut introduire des composants qui seront compromis. Et le cinquième et dernier, c'est l'absence de traçabilité. Si on ne sait pas ce que l'agent fait, si on ne sait pas ce qu'il a validé, et quand est-ce qu'il va le valider, on peut difficilement industrialiser sereinement en fait toute cette partie d'agent, parce qu'évidemment aujourd'hui
dans les organisations, on est au POC ou une utilisation qui va être limitée à des métiers. Après, nous, dans notre conviction et notre vision, évidemment, tout ça va devoir passer à l'échelle, mais la partie traçabilité. Donc, une règle d'or qui est simple, plus on va donner du pouvoir à l'agent, plus on va devoir augmenter les règles, les logs, les validations, les permissions et mettre en quelque sorte des garde-fous pour s'assurer de ce qu'il fait, quand il fait, comment il le fait et avec quel type d'informations en entrée. Donc, en soi, la gouvernance ne doit pas être un frein à l'agentique, mais c'est ce qui va la rendre performante, crédible et derrière, comme je le disais, industrialisable. Donc voilà, je pense qu'on peut passer à la slide suivante, Sam, parce que je ne sais plus combien il en reste. Il va en rester peut-être 2. Je te laisse la main pour le côté sandbox rapidement, et puis on peut conclure. Alors déjà, dans un premier temps, vous pourrez nous envoyer un message sur LinkedIn, on vous enverra le livre blanc de cette masterclass avec un peu les règles pour intégrer aujourd'hui les agents dans une entreprise. Pour faire très rapide, j'espère que j'aurai le temps, la bonne manière aujourd'hui de déployer un agent en entreprise, c'est de le mettre dans un sandbox, c'est-à-dire un périmètre isolé, soit le définir par projet, soit par équipe, soit par cas d'usage. Et dans cette sandbox, on va lui donner des outils. On peut commencer par une lecture simple pour qu'il puisse mettre tous les documents d'un projet dans une sandbox, mettre un agent dessus pour que toute l'équipe puisse interagir avec toutes les informations d'un projet. Ça peut enlever une tonne d'asymétrie d'informations sur la gestion d'un projet. Et en fait, cette sandbox, on peut un peu la voir comme on peut la mettre sur machine virtuelle, où en fait l'agent a accès du coup à uniquement ce qu'il y a dedans. Donc c'est ce qui permet c'est ce qui permet d'avoir vraiment de la sécurité, voilà, d'avoir de la sécurité. Ça permet d'aller vite, de tester surtout, parce que l'objectif, c'est pas de réfléchir pendant 5 ans à comment on va utiliser l'agent dans l'entreprise, c'est de l'intégrer, de le tester déjà à petite échelle sur des projets, soit en personnel, soit sur des plus gros projets, de le tester, de le mettre dans des périmètres sécurisés, pour après se faire un avis et continuer à travailler avec. L'idée, c'est pas d'être réticent et de trop mesurer, c'est important, mais trop, ça bloque. Donc, nous, d'ailleurs, c'est ce qu'on fait avec Jawad, intégrer des solutions comme ça dans les entreprises ou les former sur les bonnes manières d'intégrer des IA dans les entreprises. Super. On arrive à la conclusion, je crois. On va s'accorder une petite minute. Yes. Très rapide, de toute façon, je pense qu'on a pas mal échangé, mais vous l'avez compris, on a une conviction qui est assez forte, et puis qui derrière est démontrée et rassurante d'un point de vue du marché de l'IA et des agents aujourd'hui en France. On va passer très rapidement, ça c'est un constat qu'on voit, l'aspect industrialisation. Donc l'IA, c'est plus seulement un moteur de réponse, ça devient une couche d'exécution qui est évidente. La vraie question, c'est pas de demander est-ce que vous allez l'utiliser à jour, mais c'est plutôt quand. Et moi, ce que je peux considérer comme étant une révolution, pour avoir échangé avec certains d'entre vous et pour avoir identifié ce que vous faites dans vos organisations, ça peut être une réelle puissance dans l'assistance, la production et puis les interactions avec une chaîne de valeur et différentes personnes qui la composent. En tout cas, merci d'avoir assisté à cette heure avec nous. Évidemment, on partagera l'ensemble des éléments, mais si vous avez des questions, on est disponible dès maintenant. On peut s'accorder quelques minutes de questions-réponses si vous le souhaitez. Donc, je vous souhaite à toutes et tous de passer une belle après-midi. Merci en tout cas pour votre écoute, votre attention. Nous, c'est l'agence BIM. Avec certains d'entre vous, on a déjà eu l'occasion d'échanger. Pour ceux qui seront davantage curieux ou souhaiteraient prolonger cette discussion de manière concrète par rapport à votre quotidien, vos pains, qu'on peut transformer clairement en solutions, vous avez mes coordonnées, jaja@bim.io, et puis sur LinkedIn, on est également là. Passez toutes et tous une belle après-midi s'il n'y a pas de questions. Et merci Sam, c'est un plaisir d'animer cette masterclass avec toi. Merci à tous et merci Jawad. À très bientôt, on rend l'antenne.